Et donc d'un coup, on se retrouve avec des millions de dollars, capital, un super salaire. Au mois d'août 2001, on est au top du top. Et là, énorme baffe de la vie, les attentats du 11 septembre, et tout s'effondre. Une image assez terrifiante à vous présenter. Tout le monde a vu le 11 septembre et l'a vécu très souvent au travers de la télévision. Mais quand tu es sur place, que tu peux pas rentrer dans Manhattan, aller à ton bureau, voir tes employés, parce que la ville est bloquée, que tu as la fumée qui est partout, l'odeur du charnier, que ton téléphone marche plus parce que tu peux pas appeler tes parents. Enfin, c'est compliqué, quoi. Quand tu vois le truc brûler, quoi, tu vois, c'est chaud, quoi. Thierry est un entrepreneur acharné. Après un tour du monde, il a monté plusieurs boîtes à New York, engrangé des millions de dollars et remporté des prix. Mais le 11 septembre 2001, tout s'effondre. Les attentats pulvérisent son entreprise, créent un énorme choc émotionnel et il se retrouve en un instant ruiné et endetté. Il se relève malgré tout, reconstruit, jusqu'à ce qu'un nouvel événement vienne tout bousculer. Son énergie de travail, qui semblait inépuisable, le lâche brutalement. Il sombre. C'est un burn-out. Lui qui se croyait invincible, la vie le rattrape. Son burn-out le force à tourner son regard vers l'intérieur. Débute alors une quête profonde, de sens, de compréhension. Il explore le fonctionnement du cerveau, cherche à comprendre comment se libérer du stress et retrouver l'harmonie. Il découvre alors la respiration, le yoga, pratique la méditation, participe à des stages vipassana où il médite des heures et des heures. Et tout ça a transformé sa vie. Dans la première partie du podcast, il nous a partagé des explications et des conseils concrets sur la gestion du stress. Aujourd'hui, nous plongeons dans son histoire, où il nous livre ses plus grands échecs, ses plus belles réussites, et surtout ses clés pour traverser la vie autrement. Un épisode riche, sincère, sensible, intense, qui, je l'espère, vous inspirera à prendre soin de vous. Je suis né et j'ai grandi en France, à Marseille. Ouais. Je suis parti de Marseille à 18 ans, j'ai passé 4 ans à Paris faire des études. À 23 ans, j'ai fait un tour du monde, C'était extraordinaire. Là, j'ai découvert New York et j'ai passé 27 ans à New York. Et en 27 ans, j'ai monté 5 sociétés. 4 sociétés de technologie, qu'on appelle aujourd'hui des startups. Après ça, assez vite, dans les années 90, la première boîte que j'ai montée, c'était mi-96, donc je suis resté 4 ans dans ce cabinet de conseil, j'ai eu ma carte verte. Alors à l'époque, je faisais pas du tout de méditation, je faisais pas du tout de respiration. J'ai été un énorme bosseur, donc je travaillais toute la journée, je sais plus combien, 10, 12 heures par jour minimum, quoi. Et le soir, pour équilibrer, je faisais la fête. Je dormais très peu, donc je devais dormir, je sais pas, 4-5 heures par nuit maximum pendant la semaine. Le vendredi soir, j'arrivais, j'étais épuisé, je tombais. Je dormais genre presque 24 heures et je recommençais. Et voilà. Et je me suis éclaté. Bien amusé. Ça, c'était top. Enfin, en tout cas, ça correspondait à ce que je voulais faire à l'époque. Mais en même temps, c'était complètement déséquilibré comme rythme de vie. Mais si tu veux, ça ne m'effleurait pas que c'était déséquilibré. Donc, t'avais même pas le temps aussi d'aller à l'intérieur, de savoir qu'est-ce qui se passait. J'avais pas le temps d'aller à l'intérieur, je voulais pas aller à l'intérieur. Je trouvais que ça servait à rien. Enfin voilà, j'étais en déni complet par rapport à tout ça, quoi. Mais en déni total, puisque c'était mon mode de vie. Donc on monte une première boîte avec un de mes associés, un Français aussi, mais qui vivait là-bas depuis assez longtemps. Lui était informaticien, moi j'étais marketing business. Première société qui s'appelait Carbon Media et qui cartonne. Alors je te passe les détails, c'était la première bulle Internet, 96, 97, 98. La boîte grossit, on a commencé avec pas grand-chose, moi j'avais pas d'argent, enfin très peu. J'avais quelques économies que j'avais mis dans un plan épargne logement. Donc j'ai cassé le PEL, j'ai envoyé les sous aux États-Unis, je m'en suis servi pour investir dans la boîte. Bureau, en fait, on a fait un deal avec un hôtel qui nous a donné un KGB, un débarras. Donc on a viré toutes les saloperies qu'il y avait dedans, on a refait l'électricité, on a mis nos ordinateurs. On avait un téléphone pour deux, un téléphone filaire, il y avait pas de portable à l'époque.
Et on a commencé comme ça, à faire des sites web pour les entreprises, à leur expliquer ce que c'était que le marketing digital. On savait pas nous-mêmes beaucoup, mais enfin, on apprenait, et puis voilà, on faisait de l'internet, quoi, au tout début. Et puis ça a grossi. Il y avait une forte demande. On s'est retrouvé au bout de 2-3 ans avec 22 ou 23 employés. Et puis, on voyait nos concurrents qui levaient de l'argent, qui levaient des capitaux. Donc on s'est dit, on n'est pas plus bête que les autres, on va faire pareil. Donc on a fait ça. J'avais des contacts avec un copain qui bossait dans un grand groupe japonais. J'avais habité au Japon pendant mon tour du monde, donc je passe les détails, mais ça a facilité les choses. Et on a une énorme société qui s'appelait Marubeni, qui était le 5e groupe industriel japonais qui a investi de l'argent chez nous. Et donc d'un coup, on se retrouve avec des millions de dollars en capital, un super salaire. On déménage de notre KGB, parce qu'on était quand même à 22 dans 45 mètres carrés. Ok. On avait inventé le concept du bureau gigogne, tu vois. Okay. C'est-à-dire que quand il y avait un programmeur qui était au bout de la salle, pour aller aux toilettes, il fallait qu'il y en ait 3 qui se lèvent pour qu'il puisse passer. Ok, ouais. Je vais même te dire, quand les Japonais sont venus voir notre bureau, ils ont été impressionnés. Même à Tokyo, ils avaient pas ça. Ils avaient pas ça. Bref, bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais ça te donne un petit peu l'état d'esprit, tu vois, de l'époque, quoi. Donc je sais plus quel âge j'avais 29 ans, un truc comme ça, ou même pas 30 ans, quoi. Et donc voilà, on lève des sous, Golden Boys, on s'éclate. Roi du monde, quoi. Ouais, roi du monde, quoi. On était au sommet de notre pyramide mentale, le loft sur Park Avenue, donc on double notre staff, on avait 55 employés, stressés en permanence, mais encore une fois, sans s'en rendre compte. Je te donne un exemple. Donc avec mon associé, qui était aussi stressé que moi, on avait un bureau donc vitré, et puis il y avait tous les employés qui étaient dans la partie loft. Et nous, on avait le bureau vitré, et assis derrière nous, il y avait notre comptable, une super gentille femme de Brooklyn, Yvonne Jenkins. Et entre nous, on était tellement stressman qu'on gueulait en permanence, on hurlait. Et on parlait français, puisque lui et moi étions français. Et elle comprenait pas le français. Donc elle avait l'impression qu'on s'étripait toute la journée. Alors qu'en fait, c'était juste votre Alors qu'en fait, nous, c'était notre manière de communiquer, on se rendait même pas compte qu'on gueulait. Et un beau jour, elle vient me voir, elle me dit, Thierry, vraiment, pourquoi vous criez tout le temps avec Fred? Je lui dis, on crie pas. Elle me dit, mais si, je te promets. Ah ouais, peut-être, ouais. Donc je suis allé voir mon associé, je lui dis, peut-être qu'il faut qu'on ralentisse un peu. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Ouais, mais c'est un bon indicateur aussi de là où tu en étais émotionnellement, quoi. Ouais. Et donc on monte cette boîte-là, on gagne plein d'argent, tout va bien. On est super fiers, on a des articles dans la presse, on se la pète, mais grave. Et puis ça, c'est, on arrive donc au mois d'août 2001. On est au top du top. Et là, énorme baffe de la vie, les attentats du 11 septembre, et tout s'effondre. Alors tout s'effondre, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu déjà il y a eu un choc émotionnel extrêmement fort, parce que quand tout le monde a vu le 11 septembre, et l'a vécu très souvent au travers de la télévision. Mais quand tu es sur place, que tu peux pas rentrer dans Manhattan, aller à ton bureau, voir tes employés, parce que la ville est bloquée, que tu as la fumée qui est partout, l'odeur du charnier, que ton téléphone marche plus parce que tu peux pas appeler tes parents, enfin c'est compliqué, quoi. Quand tu vois le truc brûler, quoi, tu vois, c'est chaud, quoi. Donc ça, c'était le jour J, quoi, le 11. 2 jours plus tard, ils réouvrent Manhattan, en tout cas le nord de Manhattan, on peut y aller. Sauf que là, qu'on se pose avec mon associé, et on commence à appeler les clients, et on se rend compte qu'il y a, je sais plus combien, mais 30-40% de notre base de clientèle qui ne répond pas. Parce qu'ils étaient dans le sud de la ville. Donc boum, tu perds déjà 40% de tes clients. Et les autres 60%, allez, la grande majorité nous disent, écoutez les gars, désolé, on sait pas ce qui va se passer. L'internet, c'est pas vital pour nous économiquement. En tout cas, à l'époque, ça ne l'était pas, parce que ça démarrait. C'était un peu le truc branché que c'était bien d'avoir, mais personne savait encore vraiment comment gagner de l'argent avec, quoi. Donc on va pas investir pendant 6 mois, on se reparle dans 6 mois. Et là on regarde le compte en banque, on regarde ce qu'on doit payer tous les mois pour
ne serait-ce que maintenir la boîte en vie, hein. Entre le loyer et les salaires des 50 et quelques employés, on avait 3 mois en caisse. Sans espoir de rebondir. Donc on essaye quand même. On essaye pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, il n'y a rien qui rentre. Et là, on se regarde ici, bon, il faut plier. Donc obligé de virer tes 50 employés qui sont quand même tes potes, tu vois, enfin, parce qu'on était vraiment très proches, hein. Les foutre dans la merde, parce que tu es aux États-Unis, il y a très peu de support social, enfin. Donc c'est compliqué, quoi. Il y en a certains qui ont des familles, qui sont jeunes, enfin, c'était horrible. Donc émotionnellement, une claque monstrueuse. Et en plus de ça, double punition. Parce que, pour la petite histoire, le gouvernement américain à l'époque, quand il s'est passé ça, ils ont compris qu'il allait y avoir une crise économique. Donc ils ont envoyé des aides très importantes pour les business qui avaient été le plus touchés. Mais l'aide, elle a été délimitée géographiquement. Donc depuis le sud de la ville, depuis le sud de Wall Street, jusqu'à la 23e rue. T'avais des aides. Moi j'ai des copains qui avaient des restaurants qui ont touché des gros chèques, quoi. Et qui, une fois que la ville a été réouverte, enfin le sud, ils sont repartis. Et entre-temps, ils sont partis en vacances. Sauf que nous, on était 25e rue. L'aide, elle s'arrêtait à la 23e, nous, on était 25. Donc on a eu 0. Et on a coulé. En plus de ça, on était sur la 25e rue. La 25e rue, entre Park et Lexington, tu avais un bâtiment qui s'appelait The New York Armory. Et le New York Armory, c'était l'ancienne armurerie de la garde nationale. Pour le 11 septembre, ça a été transformé en centre, en relief center, en fait, en centre pour les familles des réfugiés. Donc, quand j'arrivais au bureau le matin, pendant des semaines, il y avait tous les gens qui avaient perdu quelqu'un ou qui avaient un disparu, qui faisaient la queue. Donc, il y avait une queue qui faisait tout le tour du pâté de maison, de gens qui étaient dans un état, je te laisse imaginer, et ils faisaient la queue avec des photos de leurs disparus. Et ils donnaient une photo à la personne qui les enregistrait à l'intérieur, avec le nom, l'état civil, et ils repartaient. Et quand ils repartaient, ils collaient les photos qui leur restaient sur le mur. Ça, c'était l'image que j'avais tous les jours quand j'allais au bureau en train de fermer ma boîte. J'avais les photos des disparus. Donc, et en même temps, il y avait cette espèce de solidarité fabuleuse à New York à ce moment-là, où les New-Yorkais se sont serrés les coudes, et où on faisait des sandwichs, on allait donner à manger, partager ça avec les gens qui faisaient la queue, on leur amenait à boire, tout le monde se prenait dans les bras, c'était extraordinaire. Enfin, humainement, c'était extraordinaire, c'était extrêmement dur. Donc voilà, donc ça, si tu veux, c'était la première claque que j'ai pris. Parce que autour de toi, ça s'effondre, et du coup, à l'intérieur de toi aussi, quoi. Ah ben moi, j'étais effondré, si intérieur, tu veux. extérieur. Matériellement et émotionnellement, j'étais à plat. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un début de burn-out. Sauf qu'en fait, j'avais pas le choix. Donc j'ai pas pu faire mon burn-out et rester sur mon canapé à me tordre en deux. Il fallait rebondir parce que la seule chose qui me permettait de rebondir, c'était la maison où je vivais. Et j'avais plus les sous pour la payer. Donc j'ai appelé mon propriétaire et je lui ai dit, Joe, t'as 2 mois de caution, est-ce que tu veux bien les utiliser pendant 2 mois? Et puis dans 2 mois, si je peux plus te payer le loyer, je m'en vais. Et si j'ai réussi à faire un peu d'argent, ben je te paye et puis on continue. Il était sympa. Il a dit, ok, vas-y. Donc j'ai fait ça. Et j'ai remonté une boîte très vite, depuis mon salon. Et tu t'es retapé, quoi. Et je me suis retapé complètement. J'ai remboursé l'argent que je devais parce qu'on était garantie personnelle sur du matériel, en plus du reste. Et j'ai gagné de la thune, j'ai pu payer mon loyer, j'ai pu me refaire et revenir à un rythme de vie aussi. À un rythme de vie un peu plus sympa, de plus en plus sympa. Et je suis reparti exactement dans les mêmes travers qu'avant. À bosser comme un malade, à gagner de la thune. Sauf que, au bout de 2 ans, j'en avais marre de faire de la technologie, c'était pas drôle. Je passais ma vie à négocier avec des avocats californiens. Et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, le seul truc qui montait, c'était, j'ai envie de produire des films. J'avais aucune formation. Je me suis lancé là-dedans, je te passe les détails. Le premier programme qu'on a fait, c'était un documentaire long métrage sur l'histoire des baskets et du hip-hop, que j'ai prévendu à Canal+. Il nous a fallu 2 ans pour faire ce film.
Le film a été un carton. On a fait la première mondiale au festival du film de Tribeca. Et ça m'a lancé comme producteur. Ouais. Donc mais toujours pareil, dans un rythme... Dans un rythme effréné. Et puis surtout, tu vois, c'était un rêve de gosse. Soit, quand t'es producteur, j'avais 35 ans à l'époque, quand t'es producteur à 35 ans français à New York, tu te la joues un peu quand même. Mais bon, écoute, voilà. Et puis, d'une chose à l'autre, il y a une autre boîte que je connaissais en France, une autre boîte de technologie, une agence, qui était une des premières agences à faire du marketing sur les réseaux sociaux. C'était en 2007. Tu vois, ça date, hein. Je crois qu'il y avait Facebook qui commençait, mais ça avait pas explosé comme maintenant, tu vois. TikTok, ça existait pas, Instagram, ça existait pas. LinkedIn, ça commençait à peine. Ouais, YouTube aussi, c'était le début. YouTube, ouais, tout juste, quoi. À l'époque, t'avais encore plein de moteurs de recherche différents, il n'y avait pas que Google. Enfin, bon. Et donc, cette agence-là, je connaissais les deux fondateurs, ils me contactent et ils me disent, écoute, on a besoin d'une filiale à New York. Est-ce que tu veux bien t'en occuper? Je leur dis, je veux bien m'en occuper, mais je garde ma boîte de prod. Ils me disent, OK. Donc, je commence à diriger 2 sociétés à la fois. Alors, j'avais un grand plateau, un loft que je partageais avec un copain qui, lui, avait une autre boîte, mais enfin, on avait 450 mètres carrés. Et donc, j'avais mes employés qui étaient là, les employés de la boîte de production et les employés de l'agence. Et pareil, je gueule sur tout le monde, je suis super vénère, je suis super stressé. Je te passe les détails. Et en même temps, financièrement, ça marche. Et je bosse comme un fou, et je sors le soir pour faire la fête, et ça continue. 2007, 2008, 2009, 2010, avec l'agence en question, on lève beaucoup d'argent d'investisseurs, pas loin de 10 millions d'euros, 8 millions d'euros d'investisseurs institutionnels qui croient dans notre projet. Donc voilà, je deviens actionnaire de la boîte. Enfin, je te passe les détails, mais financièrement et professionnellement, ça va très bien pour moi. Et mentalement, émotionnellement, ça aussi ou... Non, bah non, j'étais complètement à bout, à cran. Ouais. Mais je me rends pas forcément compte. Mais je suis sur les nerfs en permanence. Ouais. Je dors mal, je grossis énormément. Je suis passé au-dessus de 100 kilos. Enfin, tu vois, j'étais. Et là, en début de l'été, printemps-été 2010. Mon père décède, soudainement. Et donc, gros choc émotionnel, surtravail, et là, burn-out complet, je m'effondre. Et je tombe. Impossible de bosser. Enfin, plus du tout, en tout cas, le rythme que j'avais. J'étais en mode survie, mais... Le burn-out. Donc, le burn-out, en général, c'est ça, hein, c'est surtravail, choc émotionnel, les deux mélangés, tu rentres en dépression absolue. Ouais. C'est-à-dire, tu t'arrives plus à te lever le matin, tu n'arrives plus à penser, exactement. À faire. Et alors là, pour le coup, j'ai plus eu le choix, quoi. J'ai été obligé de commencer à regarder vraiment à l'intérieur. Et, de façon un petit peu fortuite, je commence à faire du yoga. Et là, je suis sur le cul, je me dis, ouais, c'est incroyable ce truc-là. Ça marche. Je comprends pas pourquoi ça marche. Hein. Mais ça marche, ça veut dire quoi? Ça te fait du bien? Ça me fait du bien, ça me déstresse, ça me repose. Même ça me retape le moral, quoi. Enfin, tu vois, je me dis, c'est incroyable ce machin-là. En plus, tu devais être rempli de préjugés, non, sur ça? Ah, mais j'avais plein de préjugés. Pour moi, le yoga, c'était un truc, je ne dis même pas ce que je pensais, quoi, tu vois. Oui, alors c'est sûr que c'était un truc de nana, hein, pour moi, enfin, en tout cas, dans mon esprit. D'ailleurs, quand j'arrivais dans les cours de yoga à New York à l'époque, il y avait que des filles. Il y avait que des filles. Donc, ça me renforçait dans le fait que c'était vraiment un truc de fille. Mais je me dis, en fait, pourquoi pas, ça me fait du bien. C'est un des seuls trucs qui me faisait du bien, donc. Et donc, je commence le yoga. Et au travers du yoga, je découvre certaines pratiques respiratoires qu'on appelle les pranayama. Et je commence à amener ça dans mon travail. Mais par nécessité. Et à regarder à l'intérieur et à observer mes émotions. Voilà. Et donc, petit à petit, je me retape. Alors, j'arrête de travailler pour l'agence parce que c'était trop. Je garde ma boîte de production. Je continue à produire un peu. Alors, j'étais pas vraiment guéri, si tu veux, du côté obsessionnel, professionnel. Hein. Mais en même temps, voilà, c'est le début du virage. C'est le début du virage. 2010,
Et ça m'amène jusqu'en 2015-2016. J'avais essayé un petit peu la méditation, mais pareil, j'avais des gros préjugés sur le truc. Et puis en 2016, gros virage de vie au niveau personnel. Je me sépare de la femme avec qui j'étais. Et je pars un peu sur un coup de tête faire une retraite de méditation Vipassana. Donc Vipassana, tu connais, hein, tu l'as fait toi. Enfin, pour il y a d'ailleurs un micro-reportage qui va bientôt sortir sur le sujet. Voilà, c'est absolument passionnant comme. Alors, j'ai pas vu le micro-reportage, mais bon. Je te l'enverrai. J'ai fait Vipassana plusieurs fois, donc pour moi, ça a été la poursuite du virage de façon extrêmement forte. Mais en 2 mots, Vipassana, c'est quoi? C'est une pratique de méditation très ancienne. Ouais. Et on apprend Vipassana d'une seule façon, en faisant une retraite de 10 jours, à raison de 10 heures par jour, en silence complet. Donc on médite 10 heures par jour, c'est à 4 heures du matin, on médite 10 heures dans la journée, en silence complet, sans même regarder une autre personne dans les yeux pendant 10 jours. Compliqué. Ouais, très. Compliqué. Moi, à l'époque, j'avais jamais fait ça, quoi. C'est violent. Ouais, c'est violent d'une certaine façon, ouais. Et je ressors de là, et alors là, je dis, waouh, c'est incroyable ce machin-là. Là, pour le coup, j'étais scotché, quoi. Parce que ça m'a très positivement influencé. D'un coup, je sentais mes émotions, je voyais mes pensées monter. C'est fabuleux, ce truc-là. J'étais plus stressé du tout, enfin, beaucoup moins. Ouais. Tu te sentais mieux, en fait, dans ta vie. Je me sentais bien mieux. Et alors, je me dis, il faut que je comprenne, quoi. Ouais. Comment ça marche? Parce qu'ils sont gentils avec leur mantra et leur ching-chong, là. Leurs explications, ouais. Leurs explications qui n'en étaient pas vraiment. Enfin, bon, moi, il faut que je comprenne. Et de fil en aiguille, je commence à m'intéresser aux neurosciences. Et ça me passionne. Alors, coup de bol, ça me passionne. Hein. Il se trouve qu'à ce moment-là, je rencontre, au travers du boulot, un monsieur qui était un des top responsables de Google dans le monde. Et ce type-là venait de perdre son fils. Et 3 semaines après la mort de son fils, avait commencé à écrire un livre sur le bonheur. Imagine le délire. Quoi. Et mais le bonheur, comme il était ingénieur, il l'avait abordé d'un point de vue neurosciences, processus mental et tout. C'est incroyable ce truc-là. Et grâce à, si tu veux, et je commence à travailler avec lui. Et grâce à ça, je m'intéresse de plus en plus au côté scientifique, neurosciences, chimie respiratoire, mécanique respiratoire, et je commence à comprendre comment ça marche. Comment ça marche mécaniquement. Je suis pas en train de dire que les religions ou les pratiques spirituelles qui font la promotion de ce type de choses, c'est pas bien. Oui. Moi, c'était juste pas mon truc. Oui, toi, c'est le mécanisme qui t'intéresse. Moi, c'était le mécanisme, derrière le rideau, tout ça. Et je commence à pratiquer tous les jours, et ça change ma vie. Mais complètement. Et à tel point d'ailleurs que, en 2017, je décide d'arrêter de travailler pour l'argent. Alors, je me fais quand même payer, parce qu'il faut quand même que je vive. Et en plus, quand tu te fais pas payer, tes clients, paradoxalement, pensent qu'il n'y a pas de valeur dans ce que tu proposes. Donc, c'est important qu'il y ait de l'argent. Mais en revanche, c'est pas mon premier objectif. Mon premier objectif, c'est l'impact positif. Et donc, j'ai toujours ma boîte de production. Sauf qu'à l'époque, je bossais pour Disney, pour Visa, enfin, tu vois, pour des grosses boîtes américaines. Et là, je me dis, c'est plus possible. Je peux plus amener ce que je sais faire, mon talent professionnel à ces gens-là mon énergie dans ça. Pour vendre des cartes de crédit et des brosses à dents à la con, quoi. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Tu vois, donc là, je suis vraiment en recherche de sens. Et je décide donc de ne plus travailler que s'il y a un impact positif sur l'humain ou sur la planète. C'est ta nouvelle vision. C'est la vision, c'est la ligne directrice que je me donne. Et donc, je vire mes clients. Tu vires tes clients? Ben ouais. Tu dis, bon, salut, on travaille plus ensemble. Non, je les appelle et je leur dis, enfin, en tout cas, pour les quelques clients que j'avais encore, je leur dis, écoutez, je veux bien qu'on continue à travailler, mais il faut que le projet soit un projet à impact positif. Ouais. Donc ça, c'était les clients que j'avais déjà. Donc, il te dire que j'en perds 90%. Et les autres, les nouveaux que j'allais chercher, c'était uniquement des boîtes à impact. En 2017, il n'y en a pas des masses. Hein. Mais je commence à travailler avec des gens comme Bertrand Piccard, tu sais, qui est je sais pas si tu vois qui c'est Solar Impulse, le type qui a fait le tour du monde en avion solaire, qui a monté une fondation.
avec les services de impact RSE de quelques banques, enfin bon. Et je gagne ma vie, j'ai quelques employés qui sont un peu dispersés dans le monde. Parce que assez vite, je me suis mis au télétravail. Je me suis dit, ça sert plus à rien de stresser, d'avoir un grand bureau, tous ces machins-là. C'était pré-Covid, hein, mais bon, j'avais eu cette vision. Et ça t'a aidé, en fait, à te recentrer sur qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien. Exactement. Pour que, en fait, je sois aligné, en fait. C'était une quête d'alignement, de sens, ok, on respire, et si je me faisais du bien dans ma vie pro, dans ma vie perso, quoi. Exactement. Et de plus en plus, j'ai amené les techniques méditatives, les techniques respiratoires, dans ma vie professionnelle. Je partage ça avec quelques-uns de mes employés. La moitié me prennent pour un fou, mais c'est pas grave. Je suis le patron, donc ils ont pas le droit de le dire. J'exagère, dans ton dos, quoi. Non, mais enfin bon, voilà, tu vois, je commence vraiment, non seulement je pratique le matin, avant de commencer ma journée, mais je l'intègre dans ma vie. Et le résultat est hyper positif. Donc, moi, perso, je suis convaincu. Et à force de me poser des questions sur ce qui est bon pour moi, un beau jour, je m'en souviens très bien, je pars du bureau. Alors, je louais à ce moment-là un petit appartement sur Manhattan. J'étais retourné sur Manhattan, après Brooklyn, j'ai vécu sur un bateau, enfin bon, bref. Mais là, je vivais sur Manhattan, j'étais seul. Et je rentre chez moi, et je me dis, mais c'est pas heureux. Et là, cette espèce de pensée me frappe, mais je suis pas... Et donc, comme j'avais appris à le faire, je me pose la question. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et je laisse monter la première réponse. Et alors, c'est un truc que j'ai souvent fait dans ma vie, à des moments charnières. Alors, la première réponse qui monte, elle est souvent bizarre, mais c'est la bonne. Et donc, la première réponse qui monte, c'est qu'est-ce qui me rendrait heureux? Surfer tous les jours. Alors, à l'époque, je suis pas surfeur, hein. Ok. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, ça. Puis je commence à penser à ça, et je me dis, ah ouais, ça serait vraiment cool, quoi. Je me dis, en plus, je peux travailler de n'importe où. Ce qu'il me faut, c'est des vagues tous les jours. Une connexion Internet. Et une connexion Internet avec une bonne bande passante pour que je puisse communiquer avec mon équipe et faire des visios et télécharger des fichiers vidéo. Et je veux pas être trop loin des États-Unis parce que c'était encore quand même ma base. Et pas trop loin de l'Europe non plus. Donc une fois que tu as dit ça, je suis rentré à la maison, j'ai ouvert Google, j'ai regardé un périmètre de 3 heures de vol autour de New York, plutôt vers le sud où il fait chaud. Donc je vais en République Dominicaine. Avant ça, je trouve là où il y a des vagues. Et je débarque dans un endroit, moi qui suis un peu un beach boy, paradisiaque. Je dis, wow, c'est génial. Et en 15 jours, je décide de m'installer là-bas. Je rentre à New York. Enfin, je passe 15 jours là-bas pour travailler, pour voir si je pouvais bosser de là-bas. Ça marche. Tous les matins, j'allais faire du surf. Tous les soirs, je faisais du yoga. Donc c'est là que j'invente ce que j'appelle le sandwich au bonheur. C'est quand, oui. Alors le sandwich au bonheur, c'est super bien. C'est quand tu commences et tu finis la journée, ta journée de travail, hein, enfin ta journée, avec quelque chose pour toi. Quelque chose qui te fait plaisir. Alors là, en l'occurrence, c'était un sandwich au bonheur de luxe, hein, parce que je faisais du surf le matin et du yoga le soir. Parce que pour moi, c'est le top du top. Mais t'es pas obligé, tu peux faire juste un petit truc pour toi. Ouais. Tu vois? Mais tu fais quelque chose pour marquer le début de la journée. Tu t'occupes de toi. Tu finis la journée, tu t'occupes de toi. Et si tu savais tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu l'avais su peut-être au début là, à 25, 30 ans, quand tu vois t'étais dans ce rythme effréné, etc. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ah, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Je pense que j'aurais été d'abord beaucoup plus stressé. J'aurais été plus efficace, beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, tu penses que tu travaillais beaucoup, mais tu perdais du temps inutilement, en fait, c'est ça? Complètement. Le stress, tu sais, c'est bien parce que ça te pousse aux fesses. Mais en même temps, tu perds en efficacité, hein, énormément. Tu fais les managers qui te disent qu'il faut faire du multitasking, tu sais, du multitâche, c'est une énorme connerie, c'est pas vrai du tout. Physiologiquement, neurologiquement, c'est démontré que ça marche pas. Il vaut mieux faire une tâche, bien la faire jusqu'au bout, ou jusqu'à un stade X, t'arrêter, prendre quelques instants pour toi, repartir sur une autre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. J'abats des montagnes. Et j'abats des montagnes sans être stressé, avec le sourire. Aujourd'hui, je suis en train de monter ma 6e société. Avec sérénité. Je dors bien, je suis pas stressé, puis les choses se passent, quoi, tu vois. Ouais. Quand t'es dans cet état d'esprit-là, paradoxalement, quand tu es très aligné, je pense que d'abord tu as plus de motivation, et puis la vie t'amène des choses, quoi. Ouais. Et pour les personnes qui nous écoutent, du coup,
Donc je pense que si elles sont encore là en train de nous écouter et si elles ont cliqué, c'est que déjà elles ont peut-être conscience de cette problématique de stress, là où toi peut-être t'en avais déjà pas conscience à l'époque. Mais du coup, qu'est-ce que t'aimerais dire aux personnes qui sentent que qui travaillent beaucoup et à la fois qui sentent le stress, mais qui ont pas envie de lâcher par peur, je sais pas, de se perdre ou enfin voilà, je sais pas, qu'est-ce que t'aimerais dire aux personnes qui... Je pense qu'il faut être logique par rapport à soi-même. Je vais te donner une ou deux évidences, mais qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'on le sait, mais on n'en prend pas compte. La personne la plus importante dans ta vie, la seule personne avec qui tu es sûr de passer le reste de ta vie, c'est toi. C'est nous-mêmes. Ok ? Combien de fois par jour tu prends rendez-vous avec toi-même ? Donc, et quelque part, tout le monde connaît l'adage. Les Français, ils adorent les vieux adages et les vieux proverbes. Hein. Si tu veux voyager loin, ménage ta monture. Comment tu ménages ta propre monture ? Comment tu te ménages toi ? Comment tu t'occupes de toi ? Tu peux pas continuer à te taper dessus en pensant que tu vas continuer à avancer. Si tu fais ça, un jour ou l'autre, tu vas crever, quoi. On n'est pas, tu vois, on n'est pas des surhommes, quoi. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est, bien sûr qu'on a souvent des obligations, que c'est pas facile. Là, je te raconte ma vie en résumé. Ouais. Tu pourrais penser que ça a été facile. Ça a été hyper dur. Mais, personnellement, j'ai jamais connu de trucs exceptionnels qui venaient facilement. Je dis pas qu'il y a pas des gens à qui ça arrive. Hein. Ils sont sûrement qu'il y a des gens à qui ça arrive, mais moi, j'ai jamais connu ça. Donc, ce que j'ai eu, il a fallu que je me batte et que je travaille très dur pour l'avoir. Mais malheureusement, parce que c'était mon éducation, parce que c'était la croyance que j'avais, je me suis forcé à le faire en me tapant dessus. Et donc, ça créait du stress. Mais c'est pas nécessaire. C'est d'ailleurs même pas, à mon avis, le plus efficace. Donc, si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais eu une vie complètement différente. Beaucoup plus en paix par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Les amis, et j'en ai beaucoup, j'ai quand même pas mal de chance d'avoir des vraies amitiés de très longue durée, qui me connaissaient à l'époque dans le milieu professionnel ou même personnel. Ils sont tous sur le cul, quoi. Attends, qui êtes-vous Ouais, c'est ça. Attends, bouge pas. Thierry, sors de ce corps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, on a compris la vanne. Ouais. Mais enfin bon, donc voilà. Après, chacun trouve midi à sa porte. Moi, personnellement, je trouve que ces pratiques méditatives et ces pratiques de respiration, elles règlent une énorme partie du problème. Elles règlent beaucoup quand le stress monte, ça permet de le gérer. Après, souvent, c'est pas la cause. Donc la cause, chacun va chercher dans sa propre histoire émotionnelle, dans son éducation, dans sa vie. Qu'est-ce qui fait que l'avantage de la méditation, c'est que sur le long terme, ça permet de voir ces choses-là et de les identifier. Et la respiration, ça permet beaucoup de digérer ces causes émotionnelles. Alors, je veux pas trop rentrer sur le sujet parce qu'on a peu de temps et puis c'est plus pas vraiment le sujet du jour. Mais il y a un vrai effet à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, ton cerveau passe d'onde bêta en onde alpha, tu es plus calme, moins d'idées parasites, moins de stress. Mais à moyen et long terme, il y a un phénomène scientifique qu'on appelle la neuroplasticité, ou la plasticité cérébrale, qui est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. À créer de nouvelles connexions, de nouvelles synapses, et de les agrandir entre les neurones. Et donc, tu crées littéralement de nouvelles routes de pensée dans ton cerveau, physiquement. Et ça, il est prouvé que la méditation permet de le faire, de façon assez extraordinaire. Donc, c'est le double effet qui se coule. D'un côté, tu vas te calmer et vivre mieux dans l'instant, mais sur le long terme, tu apprends à ton cerveau, et son cerveau se recable exactement comme un muscle. Le muscle, à force de soulever des poids, il va grossir. Le cerveau, il grandit. C'est-à-dire qu'il y a des études scientifiques qui démontrent que 8 semaines de méditation à raison de 20 minutes par jour, en tout cas c'est le test qui avait été fait à l'époque,
permet le développement de la partie frontale du cerveau, du cortex, de 5%. T'imagines, en 8 semaines, 5%, t'as 5% de plus de matière grise. C'est un truc de dingue, quoi. Et si t'entraînes ton cerveau à penser positif, eh ben le positif entraîne le positif, et donc ça devient de plus en plus facile. L'inverse est aussi vrai. Si tu entraînes ton cerveau à penser négatif, et tu crées de plus en plus de facilité pour aller vers le négatif, la dépression, l'anxiété, etc. Ouais. C'est plastique, tu vois, c'est très malléable. Donc, voilà, ça c'est quand même très important parce que c'est, tu vois, tu peux influencer sur toute ta vie, quoi. Tu influences toute ta vie. On pensait jusqu'à il y a, je sais plus combien, une quinzaine ou une vingtaine d'années, qu'en fait le cerveau s'arrêtait de grandir à peu près à 30 ans. Alors c'est vrai que la croissance du cerveau, chez le bébé, si tu veux, tu vois, le cerveau c'est la moitié d'un point, quoi. Ça commence par le haut de la moelle épinière, hein, ce qu'on appelle le reptilien, et petit à petit ça se développe. Et c'est vrai que le cerveau se développe physiquement de façon croissante jusqu'à à peu près l'âge de 30 ans. Et après, si tu fais rien, il s'arrête de grandir. Et donc on se disait, bah voilà, à partir de 30 ans, t'as passé la bosse et en descente. En fait, non. Si tu fais des pratiques méditatives, dans la galaxie des pratiques méditatives, c'est-à-dire que tu en as d'autres, hein, t'as pas que la méditation de concentration ou de pleine conscience, il y en a plein d'autres. Même des activités artistiques, ça peut être bien une sûr, forme de méditation, bien sûr. peindre, etc. Tu sais, on parle souvent, je sais pas si moi dans mon monde on en parle souvent, mais il y a ce qu'on appelle l'état de flow. Oui, bien sûr. Hein, donc rentrer, si tu veux, en flow, quelque chose que les sportifs connaissent très bien, qu'ils recherchent d'ailleurs, parce que quand ils sont en état de flow, ils arrivent à des performances supérieures. L'état de flow, il y a des caractéristiques, c'est étudié par plein de sportifs, par des forces spéciales de l'armée, de la police, type GIGN, Navy Seals, tu vois, parce que ça leur permet, si tu veux, d'arriver à des niveaux de performance extrêmement avancés, sans effort, en tout cas sans effort apparent. Et ça, c'est une forme de méditation dans l'action. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé avec le surf. Et j'ai même développé, alors, parce que après avoir quitté New York pour partir m'installer en République Dominicaine, je te finis juste l'histoire, j'ai été comme tout le monde surpris par le Covid, j'étais là-bas, sauf que la petite ville où je vivais fonctionnait essentiellement sur le tourisme. Alors la République Dominicaine, il y a quasiment zéro protection sociale, et donc les gens, 80% des gens de ma ville n'avaient plus de travail, puisque fermeture des frontières, plus de tourisme, plus de travail, pas de couverture sociale, ils n'avaient plus rien à manger. Donc on s'est regroupé avec quelques amis, des Dominicains principalement, et on a créé une ONG, une asso, pour aider la population à se nourrir, donc basée sur la souveraineté alimentaire. Je suis très très fier de ça, c'est une de mes réussites que je préfère dans ma vie. Pendant le Covid, on a réussi à aider à nourrir à peu près 12 000 personnes. Moi, le Covid, je l'ai vécu comme une réalisation totale, tu vois, en tout cas les premiers confinements. Oui, parce que tu surfais. Parce que je surfais, je faisais du yoga et j'allais livrer de la bouffe dans les quartiers. Tu te sentais utile, en fait. Ah, j'avais l'impression d'être un Jedi, quoi. C'est un truc de dingue. Comparé à mes potes qui étaient enfermés dans des apparts de 15 mètres carrés, c'était pas vraiment la même, quoi. Mais bon, voilà, après, tu vois ce que je veux dire, chacun sa life. Bon, voilà. Et donc, j'ai passé 4 ans là-bas. C'est marrant, là, je suis toujours au conseil d'administration de cette ONG, même si je suis rentré en France. Et je les avais hier, on a fait une réunion sur Zoom. Et au mois de mars, là, on va fêter les 5 ans de notre ONG. Je suis super fier. Trop cool. Super fier. Mais tu penses que c'est aussi, du coup, c'était tout cet alignement aussi qui t'a permis d'être là-bas aussi à ce moment-là. Et du coup, ça, après, je sais pas si la vie m'a amené là-bas à ce moment-là, si tu veux. Mais il se trouve que à ce moment-là, j'aurais pu faire comme pas mal de gens là-bas, d'étrangers qui vivaient sur la partie luxueuse de la plage, tourner la tête et de m'occuper que de moi. Bon, voilà, il se trouve que j'étais peut-être plus conscient. J'avais l'esprit plus ouvert et je suis allé vers les autres. Et ça m'a enrichi de façon extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, quand je suis rentré en France il y a 3 ans, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux aider? Ça, c'était ma première, je me suis pas dit comment est-ce que je peux gagner le plus de thunes, parce que ça, je savais. Avec ce que j'ai fait à New York, si je fais le consultant pour des startups,
Oui, tu vis bien, quoi. Je vais très très bien vivre, hein, en bossant très peu. Juste en racontant comment ils doivent faire et en les aidant un peu à pénétrer le marché américain. Mais c'est pas mon objectif. C'est plus ce que tu as envie de faire. Mon objectif, c'est d'aider. Parce que ça me nourrit émotionnellement, parce que, bon, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer cet organisme de formation. Comme j'avais déjà été formé à pas mal de techniques aux États-Unis, ben là, je me suis formé en France. J'ai fait une formation avancée de prof de yoga. Je suis allé me former en respiration dans une école absolument canon qui est à Annecy, qui s'appelle la Breathing Academy. Donc, je suis allé me former comme coach en respiration. Ouais, t'as continué J'ai continué, si tu veux, ma formation d'enseignant, de coach. Et il y a quelques mois, alors j'ai testé. J'ai fait ça comme une start-up. J'ai testé ce qu'on appelle des POC, mes Proof of Concept. Donc j'ai développé une formation comme coach de respiration, hein, c'est comme ça qu'on a commencé tout à l'heure, et de méditation, gestion du stress et des émotions. Je me suis formé à une technique américaine qui est absolument canon, qui s'appelle Search Inside Yourself, qui est du développement de qualité, on va dire personnelle, émotionnelle, appliquée à l'entreprise. Donc pour avoir un leadership positif, une entreprise plus humaine. Donc je suis devenu prof de ça. Et j'ai regroupé tout ça sous une petite société que j'ai créée au mois d'octobre, qui s'appelle Positive Solutions. Voilà, et où maintenant je propose ce genre de choses en entreprise. Ouais, et c'est du coup complètement un nouveau tournant de ta vie pro. Où là, ça change. Là, t'es aligné. Du coup, il y a aussi cette dimension de intérieur, extérieur qu'il n'y avait pas avant, de prendre soin de soi et d'apporter aux gens. Et du coup, bah voilà, c'est un cercle vertueux et humain. Exactement. Trop chouette. Exactement. Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait aborder encore, mais ça pourrait peut-être le sujet d'un second épisode, que ce soit sur l'intelligence émotionnelle. On a commencé à ouvrir la porte aussi des habitudes, etc. Je pense que ça aussi, c'est un vrai... L'intelligence émotionnelle, après, tu vois, tu peux attaquer des trucs fondamentaux comme la résilience, la motivation. Parce que tout ça y participe. Juste, je veux dire un mot sur l'intelligence émotionnelle, qui est l'intelligence des émotions. Et c'est très important, d'abord parce que c'est très important de base, mais avec le développement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'IA, on commence à savoir que l'intelligence artificielle va révolutionner le monde, notamment le monde du travail, de façon extraordinaire, mais aussi dramatique. Tu as 20 à 30% des jobs qu'on a aujourd'hui qui vont disparaître. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire énormément de traumatisme. Pourquoi? Parce que l'homme, la femme, va être remplacé par la machine. Donc, en gros, dans l'entreprise, les cadres dirigeants, ça sera plus eux les plus intelligents, ou ceux qui ont fait les grandes écoles. L'entité la plus intelligente, ça sera la machine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ça va valoriser le côté humain. Aujourd'hui, quand tu regardes les 10 top qualités qui sont le plus recherchées par les investisseurs dans les startups, par les venture capitalistes, t'en as 8 sur ces 10 qualités qui viennent de l'intelligence émotionnelle et 2 qui viennent du quotient intellectuel. Donc, tu as 80% des qualités qui sont le plus recherchées chez les leaders, chez les fondateurs de startups, etc., qui sont issues de la capacité à observer, à gérer tes émotions. Or, qu'est-ce qu'on t'apprend en école de commerce? Ah bah pas ça. T'apprends toujours la compta, le marketing, la réflexion, le machin, le truc, le bidule. Donc voilà, je pense que là, il y a un vrai sujet. À mon avis, on va se prendre un mur. Et une des façons de rendre le choc plus doux et de se réinventer, c'est de travailler sur ce genre de choses. Voilà, donc ça, j'en suis intimement persuadé. Ça fait partie de la mission que je me suis auto-assignée. Donc là, je commence à bosser avec des écoles de commerce, tu vois, pour leur proposer ce genre de choses. C'est le discours que je leur tiens. Je leur dis gentiment, je leur dis, mais le mec, là, votre cursus, là, il n'est pas trop adapté, quoi. Il n'est pas adapté au challenge d'aujourd'hui et encore moins à ceux de demain. Ouais, clairement, et c'est clairement adapté aussi au monde de demain, d'être capable de vivre ensemble, de se comprendre soi, d'être capable de communiquer, d'être à l'aise avec ses émotions, etc. Il y a un vrai On est en période aussi de crise, là, tu vois, quand tu vois ce qui se passe politiquement au niveau international et national. Ouais, c'est un vrai enjeu. Il y a un vrai problème, quoi. Et ce problème-là, il pourrait peut-être pas se régler, mais en tout cas, à mon sens, être bien mieux géré si nos leaders commençaient à regarder un peu à l'intérieur.
Bien sûr. Bon, vous nous direz si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Mettez-nous un petit commentaire sur YouTube ou sur Spotify. Mes 2 dernières questions. Une, c'est si tu as des ressources à nous partager. Donc, que ce soit des livres ou des films ou des documentaires, tu vois, qui peuvent être inspirants ou qui puissent nous permettre de mieux se comprendre par rapport au stress et tout. Ok, ouais. Alors, dans les livres ou les ressources, moi, il y en a un que je recommande absolument, qui est un livre sur la respiration, qui a été écrit par le fondateur et directeur de l'école de respiration que j'ai mentionné, la Breathing Academy, qui s'appelle Stefan Janszoon. Janszoon, ça s'écrit Janssoone. Donc Stéphane, il a écrit un livre qui s'appelle Respirer. Après, c'est un sous-titre, Respirer, bien plus qu'une simple pratique physique. Ok. Je ne sais plus du reste, mais enfin, Respirer, Stéphane Janszoon, la couverture est bleue. Vous trouvez ça sur la Fnac, enfin, tu vois, tous les bons libraires. Je ne touche pas de commission, je tiens à le préciser. Okay. Donc voilà, donc ça c'est un super livre sur la respiration parce que ça approche la respiration par le côté, on va dire, mécanique, chimique et à la fois pratique. Ok. Donc ça, je trouve ça que c'est un super bouquin. C'est une bonne ressource. L'école que Stéphane a créée et qui vraiment fonctionne super bien et on apprend plein de choses, c'est à Annecy. Donc c'est la Breathing Academy. D'un point de vue, on va dire, cognitif, méditatif, il y a plein de ressources. Je vous encourage à trouver la vôtre. Et si ça vous aide, commencez avec des apps, avec Petit Bambou, avec Mind, avec... Mais moi, mon approche, c'est quand même le plus vite possible, laissez tomber la méditation guidée. Ou alors servez-vous-en une fois de temps en temps. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme mettre une attelle sur un genou qui est blessé. Ça va aider à mieux marcher, mais ça va pas aider à développer le muscle. En le faisant soi-même, c'est un peu plus challenging au début. Quand on a compris le processus, c'est pas très compliqué, hein. C'est simple, pas facile, mais simple. Et donc, en le faisant par soi-même, on galère un peu plus, mais on développe vraiment cette capacité. Donc ça, c'est moi, enfin, en tout cas, c'est mon approche, c'est celle que je propose. Et je pense que ça rend autonome plus vite. Ok. Parfait, il y a quelques ressources. Nickel. La question, moi, que je pose à tous mes invités et qui permet de clôturer cet épisode, c'est de demander pour toi, Thierry, derrière, c'est quoi une terre happy ? Une terre happy. Pour moi, c'est une terre dans laquelle on est plus tolérant. Voilà, on travaille la tolérance. Et on essaye d'abord de s'entraider avant de se repousser. Donc ça veut dire à un niveau national, à un niveau international. Ça veut dire arrêter de se taper dessus socialement. On sait qu'il y a une lutte des classes. C'est une idée qui date du début du siècle dernier. Hein. C'est peut-être temps de mettre un peu à... Tu vois, je dis pas que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, qu'on est tous des bisounours. Mais déjà, si on essaie de travailler ensemble, tu vois, toute classe sociale confondue, toute couleur de peau confondue, toute religion confondue, je pense que ça irait beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Beaucoup mieux. On n'y arriverait peut-être pas complètement, mais on ferait du progrès. Voilà. Donc pour moi, une terre happy, c'est une terre dans laquelle les habitants de la terre commencent à se respecter et à essayer de s'entraider de prime abord, avant d'aller chercher autre chose. Ok, voilà. Parfait. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, c'était sympa. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Non. Mais c'était cool. Ouais. Puis, quand tu veux, quoi. Parfait. Merci à tous. Merci. Salut. Salut, au revoir.